Si vous êtes ici, c'est probablement parce que le titre vous a intrigué. Écoutez cela pendant votre sommeil et cela fortifiera votre esprit. Ça semble presque trop simple, n'est-ce pas? Comme une de ces promesses qu'on voit partout sur Internet. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est différent et pourquoi ça fonctionne vraiment. Votre cerveau ne s'arrête jamais, même quand vous dormez. En fait, c'est pendant le sommeil que se passe quelque chose de fascinant. Les barrières tombent. Ce critique intérieur qui rejette tout ce qui est nouveau, qui résiste au changement, il se tait enfin. Et votre subconscient, lui, reste éveillé, absorbant, tissant, intégrant. Les neuroscientifiques ont découvert que pendant le sommeil, votre cerveau consolide les apprentissages. Il prend les informations du jour et les transforme en connexions durables. Vous pouvez influencer ce processus. Vous pouvez nourrir votre esprit pendant qu'il est le plus réceptif. C'est exactement ce que nous allons faire cette nuit. Ou peut-être que vous écoutez ceci en plein jour, peu importe. Ce que je vais partager avec vous fonctionne à n'importe quel moment. Mais il y a quelque chose de spécial quand vous l'écoutez en vous endormant. Imaginez vous réveiller demain matin, pas juste reposé, mais différent. Plus calme face aux choses qui vous stressaient hier. Plus clair sur ce qui compte vraiment. Plus fort face aux défis qui vous attendent. Pas par magie, par philosophie. Par sagesse ancienne qui s'infiltre pendant que vos défenses sont baissées. Ce que vous allez entendre n'est pas une méditation guidée ordinaire. Ce n'est pas de la relaxation avec de la musique douce. C'est une transmission de principes qui ont survécu plus de 2000 ans parce qu'ils transforment littéralement la structure de votre pensée. Le stoïcisme, peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être pas, peu importe. Ce soir, ou maintenant, vous allez découvrir pourquoi des empereurs romains murmuraient ces principes avant de dormir. Pourquoi des guerriers les répétaient avant la bataille. Pourquoi des hommes et des femmes ordinaires les utilisant encore aujourd'hui pour construire des esprits inébranlables. Votre esprit en ce moment est probablement comme celui de la plupart des gens, agité, inquiet, constamment en train de ressasser le passé ou d'anticiper le futur, réactif à chaque notification, chaque regard, chaque mot. C'est épuisant, n'est-ce pas? Cette vigilance constante, cette tension qui ne part jamais vraiment. Et si je vous disais que cette agitation n'est pas nécessaire, qu'elle n'est pas câblée en dur dans votre cerveau, qu'elle est juste une habitude, et que les habitudes peuvent être changées, même pendant que vous dormez, surtout pendant que vous dormez. Au cours de ce voyage, et c'est un vrai voyage, pas une courte vidéo, parce que la vraie transformation prend du temps, nous allons explorer ensemble des vérités que votre esprit conscient pourrait rejeter s'il était pleinement éveillé. Des vérités sur le contrôle et l'absence de contrôle, sur la force qui vient du lâcher-prise, sur cette guerre silencieuse qui se passe dans votre tête entre qui vous êtes et qui vous pensez devoir être. Ne vous inquiétez pas si vous vous endormez pendant l'écoute, c'est le but. Votre subconscient continuera d'écouter. Il continuera d'absorber. Et petit à petit, nuit après nuit si vous revenez, ces idées vont s'enraciner. Pas comme des croyances qu'on vous impose, mais comme des outils que votre esprit peut utiliser. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait ses pensées la nuit, juste avant de dormir. Il savait quelque chose que nous avons oublié dans notre monde moderne, hyper connecté. Les dernières pensées avant le sommeil sont les plus puissantes. Elles sont les graines que vous plantez dans le jardin de votre subconscient. Cette nuit, nous allons planter des graines différentes. Pas des inquiétudes sur demain, pas des regrets sur hier, mais de la sagesse, de la force, de la clarté. Certains d'entre vous écoutent ceci dans leur lit, prêts à dormir. Parfait. Installez-vous confortablement. Réglez le volume assez bas pour que ce soit comme un murmure. D'autres écoutent peut-être en marchant, en conduisant, en travaillant. C'est bien aussi. Ces mots fonctionnent à tout moment. Mais gardez cette vidéo. Revenez-y ce soir, ou demain soir. Laissez-la devenir votre rituel nocturne de fortification mentale. Parce que voici le secret que peu comprennent. Votre esprit est comme un muscle. Et comme tout muscle, il peut être renforcé. Mais contrairement aux muscles du corps, l'esprit se renforce mieux dans le repos que dans l'effort, dans l'absorption douce plutôt que dans la lutte. Ce que vous allez entendre va parfois vous sembler contre-intuitif. Votre esprit conscient pourrait résister, argumenter, douter. C'est normal, laissez-le faire, puis laissez-le partir. Parce que ce n'est pas à votre esprit conscient que je parle vraiment. C'est à cette partie plus profonde de vous, celle qui sait déjà que quelque chose doit changer. Celle qui vous a amené ici ce soir. Alors que nous commençons ce voyage ensemble, sachez ceci, vous n'avez rien à faire.
pas d'efforts à fournir, pas de notes à prendre, juste écouter, ou même pas. Juste être présent pendant que ces mots anciens font leur travail moderne. Si vous vous réveillez demain et que vous vous sentez différent, même subtilement, revenez demain soir et la nuit suivante. Faites-en votre secret, votre avantage invisible. Pendant que d'autres scrollent anxieusement avant de dormir, vous construisez une forteresse mentale. Prêt à fortifier votre esprit? Alors fermons les yeux, même si ce n'est que métaphoriquement, et commençons par comprendre quelque chose de fondamental. La bataille la plus importante de votre vie ne se passe pas à l'extérieur. Elle se passe maintenant, en ce moment même, dans les espaces silencieux de votre esprit. Avant de réparer le monde, nous devons comprendre la guerre dans nos propres esprits. Il est tentant de pointer du doigt vers l'extérieur, de blâmer la société, la politique, les autres personnes. Mais c'est souvent juste une distraction. Le chaos que nous voyons à l'extérieur reflète quelque chose de plus profond. Quelque chose qui se prépare dans les espaces silencieux et conflictuels en nous. Nous le portons dans nos pensées, nos humeurs, notre défilement agité et nos nuits sans sommeil. Et pourtant, la plupart d'entre nous ne s'arrêtent jamais assez longtemps pour regarder à l'intérieur. Nous nous déplaçons rapidement en espérant que l'élan noiera le bruit. Mais ce n'est pas le cas. Cela l'enterre juste. Carl Jung a dit un jour: « Vos visions ne deviendront claires que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Ce n'est pas seulement poétique, c'est pratique. Parce que les luttes auxquelles nous faisons face, procrastination, envie, colère, insécurité, ne sont pas aléatoires. Elles surgissent de schémas qui vivent en nous, façonnés au fil du temps par l'expérience, le traumatisme et les croyances. Et si nous ne les amenons pas à la lumière, ils nous contrôleront tranquillement. Non par la force, mais par la familiarité. Ils guideront nos choix, limiteront nos risques, et nous feront vivre la même année encore et encore, en l'appelant une vie. La plupart des gens ne veulent pas entendre cela. Il est beaucoup plus facile de croire que le problème vient de quelqu'un d'autre. Que si nous pouvions juste obtenir la promotion, trouver le partenaire parfait ou faire taire ce critique, nous serions enfin en paix. Mais la paix n'est pas passive. Elle n'arrive pas comme une livraison. C'est quelque chose que nous construisons pièce par pièce grâce à la compréhension, grâce à l'honnêteté. Et ce voyage commence toujours là où cela fait le plus mal, à l'intérieur. Pensez à combien de fois nous portons un conflit intérieur. Vous dites que vous voulez être confiant, mais vous vous rétractez chaque fois qu'on vous voit. Vous voulez une connexion, mais vous repoussez les gens dès qu'ils se rapprochent. Vous aspirez à un but, mais passez des heures à éviter vos propres pensées. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est pas une force unifiée. C'est un champ de bataille. Platon comparait autrefois l'âme à un char tiré par 2 chevaux, l'un noble, l'autre sauvage. L'un tire vers la raison et la vertu, l'autre vers l'impulsion et le chaos. Et le conducteur du char, c'est vous, essayant de diriger les deux. La plupart du temps, nous ne tenons même pas les rênes. Le cheval noble murmure discipline, intégrité et croissance à long terme. Le sauvage exige confort, distraction et soulagement immédiat. Et les deux font partie de vous. La guerre n'est pas de détruire un côté. Il s'agit d'apprendre à les guider tous les deux. C'est le travail intérieur, le travail profond. Non pas se réparer comme une machine cassée, mais se comprendre comme une histoire à plusieurs niveaux. Et chaque histoire a besoin de vérité, de dure vérité, comme la réalisation que beaucoup de ce que nous poursuivons n'est pas vraiment nôtre. C'est hérité, absorbé, conditionné. On nous dit qui être avant même d'avoir la chance de demander qui nous sommes. Alors nous jouons des rôles, bon élève, adulte responsable, joueur d'équipe, et quelque part en cours de route, nous perdons la trace du vrai soi en dessous. Non pas la version organisée, non pas l'image, mais la personne désordonnée, curieuse, blessée et pleine d'espoir derrière le masque. Aristote croyait que se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Mais comment faire cela quand notre attention est constamment tirée vers l'extérieur, quand le silence ressemble à une pression et que l'agitation est normale? Nous avons créé un monde où la stimulation est sans fin, mais la réflexion est rare. Et cela a un coût. Nous devenons étrangers à nous-mêmes. Nous reconnaissons nos selfies, mais pas nos ombres. Et pourtant, ces ombres comptent parce qu'elles ne sont pas mauvaises. Elles sont blessées. Carl Jung l'appelait l'ombre. Les parties de nous-mêmes que nous rejetons, supprimons ou nions. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que nous les craignons. La colère que nous enterrons. La jalousie que nous cachons.
la tristesse que nous n'exprimons jamais. Tout est stocké dans l'ombre. Et jusqu'à ce que nous la confrontions, elle nous contrôle depuis l'obscurité. Non pas ouvertement, mais subtilement dans nos réactions, dans nos déclencheurs, dans les histoires que nous racontons sur les autres. Des histoires qui sont souvent des miroirs de nos propres peurs. Comprendre cette guerre, c'est réaliser que la conscience de soi n'est pas un luxe. C'est une responsabilité. Parce que quand vous ne connaissez pas votre propre esprit, vous êtes à sa merci. Il vous convaincra de choses qui ne sont pas vraies. Il rejouera de vieilles douleurs comme si elles se produisaient maintenant. Il projettera vos blessures sur les autres et l'appellera justice. Et le pire de tout, il vous gardera occupé, très occupé, à faire des choses qui semblent urgentes, mais vous laissent vide. Socrate a dit un jour, « La vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. » Des mots durs peut-être, mais ce qu'il voulait dire n'était pas que vous deviez devenir philosophe. Il voulait dire que la vie sans réflexion devient répétition. Et la répétition sans compréhension mène au regret. Vous vous réveillez des années plus tard en vous demandant comment vous êtes arrivé ici, pourquoi vous êtes fatigué tout le temps, pourquoi rien ne vous satisfait longtemps. C'est le danger d'ignorer la guerre intérieure. Cela n'affecte pas seulement votre humeur, cela façonne toute votre direction. Quand vous ne faites pas face à vos peurs, vous organisez votre vie autour d'elles. Vous dites non aux opportunités non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles vous font sentir exposé. Vous restez dans une douleur familière parce qu'elle est moins effrayante qu'une liberté inconnue. Et pendant tout ce temps, vous vous dites que vous êtes prudent, logique, réaliste. Mais en réalité, vous avez juste peur. Et c'est normal, la peur fait partie de l'être humain. Mais le courage aussi. Et le courage n'est pas bruyant. Il est silencieux. C'est le moment où vous vous asseyez enfin avec vos pensées au lieu de fuir. La décision de vous demander « Pourquoi est-ce que je ressens vraiment cela ?» au lieu de l'engourdir avec un écran. C'est l'effort quotidien de choisir la présence plutôt que la distraction, l'honnêteté plutôt que le confort, la croissance plutôt que l'ego. Nous vivons à une époque où le développement personnel est partout. Et pourtant, la vraie compréhension de soi est rare. Il y a une différence entre consommer de la sagesse et la vivre, entre connaître les bonnes citations et pratiquer les habitudes difficiles. Parce que la perspicacité sans intégration n'est que du bruit. Vous pouvez lire tous les livres, suivre tous les gourous et être toujours en guerre à l'intérieur. Ce qui vous change n'est pas l'information, c'est l'attention. L'attention focalisée et patiente à votre propre vie intérieure. Et dans cette attention, vous commencez à voir des schémas. Vous remarquez comment votre ton change quand vous vous sentez menacé, comment vous rejetez les compliments, comment vous rejouez cette erreur d'il y a 5 ans, comme si elle s'était produite hier. Vous commencez à relier les points entre votre comportement présent et vos blessures passées, et c'est alors que quelque chose de puissant se produit. La compassion. Non pas le genre moelleux, mais une vraie compassion ancrée pour vous-même. Non pas parce que tout ce que vous avez fait était juste, mais parce que tout ce que vous avez fait venait de quelque part. De la peur, de l'amour, de la confusion, d'essayer de votre mieux avec les outils que vous aviez à l'époque. Et quand vous commencez à vous comprendre de cette façon, la guerre s'adoucit, le jugement se calme, et vous arrêtez de devoir tant vous battre. C'est le paradoxe. Plus vous vous acceptez, plus vous grandissez. Parce que la croissance ne vient pas de la honte. Elle vient de la conscience, de voir clairement, non de condamner aveuglément. Et cette clarté vous donne le choix. Vous pouvez répondre au lieu de réagir. Vous pouvez faire une pause au lieu de spiraler. Vous pouvez choisir vos valeurs plutôt que vos impulsions. Non pas parce que quelqu'un vous l'a dit, mais parce que vous savez qui vous êtes et ce que vous défendez. Et c'est là que vit le vrai pouvoir, non pas dans le contrôle des autres, non pas dans la domination, mais dans la souveraineté, la capacité de gouverner votre propre esprit, d'être le conducteur du char, pas le cavalier traîné, de reconnaître quand vos anciens schémas se lèvent et de choisir différemment quand même. C'est la liberté, non pas l'absence de lutte, mais la présence de conscience en son sein. Il est facile d'oublier que nous sommes des êtres en couche, que nous portons différentes voix à l'intérieur, certaines anciennes, certaines nouvelles, certaines bruyantes, certaines silencieuses. Et elles ne sont pas toujours d'accord. C'est normal. L'harmonie ne signifie pas l'uniformité. Cela signifie apprendre à écouter, comment guider le cœur intérieur au lieu de le faire taire. Parce que chaque partie de vous a quelque chose à dire, même la partie en colère, même la partie triste, surtout la partie blessée. Ce ne sont pas vos ennemis, ce sont vos signaux.
des signaux que vous avez traversé quelque chose, que vous vous êtes profondément soucié, que vous avez aspiré à plus. Et quand vous leur donnez enfin une place à la table, non pas pour contrôler mais pour être entendu, vous cessez d'être un étranger à vous-même. Vous devenez une maison, pas parfaite, mais vraie. Et de cet endroit, quelque chose change. Vous arrêtez d'avoir besoin de réparer le monde pour vous sentir bien, parce que vous avez appris à faire la paix à l'intérieur. Cela ne signifie pas que vous arrêtez de vous soucier de l'injustice ou du changement. Mais cela signifie que vos actions viennent de la clarté, non de la réactivité, de l'alignement, non de la compensation. Vous n'essayez plus de sauver les autres juste pour éviter de vous sauver vous-même. Le monde aura toujours ses batailles. Mais la plus importante, celle qui façonne la façon dont vous vous présentez dans chaque relation, chaque choix, chaque moment, est celle à l'intérieur. Gagnez celle-là et tout le reste commence à s'aligner. Non pas instantanément, non pas parfaitement, mais de manière significative. Donc la prochaine fois que vous vous sentez agité, en colère, engourdi ou perdu, faites une pause. Non pas pour échapper, mais pour regarder à l'intérieur. Non pas pour vous résoudre, mais pour vous comprendre. Parce que peut-être que la vraie bataille n'a jamais été là-bas. Peut-être qu'elle a toujours été ici, silencieuse, constante, et attendant votre attention. Quelle part de votre anxiété vient d'essayer de contrôler l'incontrôlable? Cette tension silencieuse dans votre poitrine, ce tourbillon sans fin de pensées la nuit, quelle part est causée par votre esprit s'accrochant à des choses qu'il n'était jamais censé tenir? Nous vérifions nos téléphones de manière obsessionnelle. Rafraîchissons nos boîtes de réception, nous inquiétons de ce que les autres pensent, planifions pour un avenir que nous ne pouvons pas prédire, et rejouons le passé comme si nous pouvions en quelque sorte le réécrire. Tout au nom du contrôle. Tout dans l'espoir que si nous pouvons juste tenir toutes les ficelles assez serrées, rien ne s'effondrera. Mais les choses s'effondrent quand même. La vérité est que la vie n'attend pas que vous soyez prêts. Elle bouge de manière imprévisible, désordonnée, parfois cruelle, et souvent sans votre permission. Et quelque part en cours de route, nous avons commencé à croire que si nous pouvions juste être plus intelligents, plus rapides, mieux préparés, nous finirions par prendre de l'avance. Nous déjouerions enfin le chaos. Mais cette poursuite est épuisante. Elle vous use lentement, vous convainquant que vous échouez, non pas parce que vous l'êtes, mais parce que vous avez entrepris une tâche que personne ne peut accomplir. Socrate a dit « Il est le plus riche qui se contente du moins ». Car le contentement est la richesse de la nature. Et si ce contentement commençait non pas avec plus d'efforts, mais avec moins de résistance? Avec la compréhension de ce qui est à vous de tenir et de ce qui ne l'est pas, la météo, l'économie, l'opinion de quelqu'un d'autre sur vous, le résultat de chaque risque que vous prenez. Ce n'est pas votre domaine. Et pourtant, nous essayons de les micro-gérer comme des machines fragiles. Quand elles nous échappent, nous avons l'impression d'avoir échoué. Mais ce n'est pas un échec. C'est une friction entre ce que nous souhaitons contrôler et ce que nous contrôlons réellement. Il y a une sorte de paix qui vient avec l'acceptation des limites. Non pas le genre passif qui abandonne, mais le genre fort et ancré qui connaît la différence entre le pouvoir et la pression, entre ce dont vous êtes responsable et ce que vous expérimentez simplement. La responsabilité, la vraie responsabilité, ne signifie pas contrôler les résultats. Cela signifie posséder votre réponse, votre attitude, votre effort, votre intégrité. Tout le reste est de la météo. Carl Jung a dit un jour « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Ce choix, ce petit espace entre le stimulus et la réponse, c'est là que vit votre vrai pouvoir. Non pas en forçant la vie à se plier à votre volonté, mais en façonnant la façon dont vous la traversez. Non pas en vous obsédant sur des choses au-delà de vous, mais en maîtrisant ce qui commence en vous. Pensez au poids que vous portez, qui ne vous appartient pas. Les humeurs des autres, leurs décisions, leurs mots. Vous rejouez des conversations. Essayez de lire entre les lignes. Imaginez ce que vous auriez pu dire différemment. Mais ces moments sont partis. Vous ne pouvez pas y rentrer. Vous ne pouvez pas les réviser. Et pourtant votre esprit s'y accroche, comme s'il pouvait offrir quelque chose de nouveau. Ils ne le feront pas. Ce qu'ils offrent est une leçon, pas une laisse. Apprenez-la et laissez-la partir. Parce que le contrôle n'est pas toujours une question de domination. Parfois, le contrôle est d'apprendre à relâcher. Lâchez l'illusion que si vous pensez assez fort ou essayez assez longtemps, vous pouvez garantir un résultat parfait. La vie ne traite pas en garantie. Elle traite en saison, en cycle, en mystère.
Platon comparait autrefois l'âme humaine à une ville. Et comme toute ville, il y a des zones que nous gérons et celles que nous ne gérons pas. Mais quand nous confondons les limites, quand nous essayons de patrouiller des rues qui ne nous appartiennent pas, le chaos se propage. Nous devenons surmenés, distraits, désorientés. Et puis nous nous demandons pourquoi nous nous sentons anxieux, pourquoi nous ne pouvons pas dormir, pourquoi rien ne semble suffisant. Parce que quand vous êtes étiré trop mince entre ce que vous pouvez faire et ce que vous souhaitez pouvoir contrôler, vous perdez le moment présent. Et c'est le seul endroit où quelque chose se passe réellement. Le passé est un souvenir. L'avenir est une idée. Mais votre respiration, vos actions, vos mots, ceux-ci vivent ici. Maintenant. Aristote enseignait que se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Mais se connaître signifie aussi connaître ses limites. Cela signifie être honnête sur ce qui est à vous de porter et ce qui ne l'a jamais été. Tout ce qui traverse votre esprit ne mérite pas votre énergie. Tout inconfort n'a pas besoin d'une solution. Certaines choses ont juste besoin d'être observées, ressenties, autorisées à passer comme une tempête sur la mer. Il est tentant de penser que la paix vient quand tout à l'extérieur est calme, quand l'horaire s'éclaircit, quand le travail est sûr, quand les gens vous comprennent enfin. Mais la paix n'est pas quelque chose que vous attendez. C'est quelque chose que vous créez par la clarté. La clarté sur ce que vous êtes ici pour faire et ce que vous devez laisser être. C'est la ligne. Là où votre pouvoir se termine, votre paix commence. Mais comment trouvons-nous cette ligne quand on nous a appris à tout réparer? Dès le plus jeune âge, nous sommes récompensés pour prendre les choses en main, pour résoudre des problèmes, pour en faire plus. Alors, nous devenons des adultes qui pensent que l'effort égale le contrôle. Que si quelque chose ne va pas, cela doit signifier que nous n'essayons pas assez fort. Et donc, nous essayons plus fort, poussons plus, prenons des fardeaux qui ne sont même pas les nôtres. Nous intériorisons la croyance que l'inconfort signifie que quelque chose est cassé, que l'inquiétude est une sorte de boussole morale. Mais parfois l'inquiétude n'est que du bruit, une réaction, pas un signal, et tout n'a pas besoin d'être réparé. Certaines choses ont juste besoin d'être affrontées avec présence, avec patience, sans panique. Le philosophe Épictète, un stoïcien, croyait que certaines choses dépendent de nous et d'autres non. Cette idée simple détient un pouvoir immense. Elle nous rappelle que la sagesse ne signifie pas toujours savoir quoi faire. Parfois, cela signifie savoir quand s'arrêter, quand respirer, quand se rendre, non pas dans la faiblesse, mais dans la sagesse. Parce que se rendre n'est pas abandonner. C'est choisir de ne pas gaspiller votre énergie sur ce que vous ne pouvez pas changer. C'est tourner votre regard vers l'intérieur, vers le seul espace où un vrai changement est possible. Vos pensées, vos habitudes, votre caractère. C'est là que votre travail commence. Et c'est suffisant. Lâcher prise ne signifie pas se détacher de la vie. Cela signifie un engagement plus profond avec ce qui compte vraiment. Quand vous arrêtez d'essayer de tout contrôler, vous pouvez enfin vous concentrer sur ce que vous pouvez influencer. Votre ton dans cette conversation, la façon dont vous vous présentez pour quelqu'un que vous aimez, la discipline que vous apportez à vos objectifs, ce sont des choses réelles. Elles sont à vous et elles comptent. Plus vous vivez de cet endroit, plus vous commencez à remarquer le bruit s'estomper. Vous vous sentez moins tiré par l'urgence et plus enraciné dans la clarté. Vous arrêtez de poursuivre la perfection et commencez à pratiquer la présence. Vous commencez à voir combien de votre anxiété était un sous-produit d'énergie mal dirigée. Ce n'était pas que la vie était trop, c'était que vous teniez trop serré à des choses que vous n'étiez jamais censé contrôler. Et avec cet espace vient la paix. Non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que vous arrêtez de combattre des batailles qui ne sont pas les vôtres. Vous arrêtez de répondre à des questions qui n'ont pas besoin de réponse. Vous commencez à vivre plus pleinement dans votre propre voie. Et avec chaque choix, vous construisez une confiance tranquille. Non pas le genre qui a besoin de se prouver, mais le genre qui sait simplement. Vous savez où vous commencez et où le monde se termine. Vous savez quel fardeau tenir et lesquels libérer. Vous savez que la paix n'est pas passive. C'est une pratique, une qui commence à chaque fois par la conscience, en vous demandant « est-ce à moi de porter ?» Parce que toute émotion ne vous appartient pas. Toute attente n'est pas votre travail à satisfaire. Et toute peur n'est pas votre responsabilité à résoudre. Certaines sont héritées, certaines sont projetées, certaines sont simplement des échos d'un passé qui ne correspond plus à votre présent. Le travail n'est pas de toutes les contrôler. C'est de les voir, de choisir lesquelles vous laissez entrer.
Carl Jung croyait que jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. C'est de cela qu'il s'agit. Non pas de réécrire le destin, mais de récupérer la paternité. Non pas d'être soufflé par les vents de la vie, mais de devenir l'encre dans la tempête. Et les tempêtes viendront, mais vous les affronterez différemment. Non pas en tenant plus serré, mais en vous tenant plus grand. Non pas en essayant de prédire chaque vague, mais en faisant confiance à votre capacité à naviguer. Non pas avec peur, mais avec présence. Une présence construite sur des limites, sur la compréhension de ce qui est à vous et de ce qui ne l'est pas. C'est alors que la paix devient possible, non pas comme une évasion, mais comme une fondation. Vous arrêtez d'avoir besoin que tout aille dans votre sens. Vous arrêtez de craindre l'inconfort. Vous réalisez que vous pouvez gérer plus que vous ne le pensiez. Non pas parce que vous contrôlez tout, mais parce que vous vous concentrez enfin sur ce que vous pouvez contrôler. Votre caractère, vos choix, votre clarté. Et de cet endroit, votre vie commence à changer. Vous prenez des décisions à partir de l'alignement, non de l'anxiété. Vous vous connectez à partir de l'authenticité, non de l'obligation. Vous vous présentez à partir de la plénitude, non de la peur de manquer quelque chose. Et lentement, le bruit s'estompe. Les batailles intérieures se calment. La tension s'apaise. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé. Vous avez compris où votre pouvoir se termine et où votre responsabilité commence. Vous avez arrêté de saisir ce que vous ne pouviez pas tenir. Et vous avez découvert que la paix que vous poursuiviez n'était jamais là-bas. Elle était toujours à l'intérieur, attendant que vous lâchiez prise, attendant que vous rentriez chez vous. Imaginez votre esprit comme une forteresse. Un endroit qui devrait vous protéger, vous abriter, vous donner de la clarté quand le monde extérieur devient trop bruyant. Mais qu'arrive-t-il quand cette forteresse n'a pas de mur? Ou pire, quand les murs s'effondrent, quand les pensées se précipitent sans filtre? Les émotions prennent d'assaut les portes, et la peur s'installe dans la salle du trône. Que faut-il vraiment pour construire ces murs mentaux? Ceux qui ne vous isolent pas, mais filtrent, qui ne ferment pas la vie, mais vous permettent de choisir ce qui reste. Cela commence par l'attention. Non pas le genre dispersé et surstimulé qui saute d'écran en écran, mais une attention profonde et délibérée. Le genre qui écoute. Parce que tout ce qui entre dans votre esprit commence par ce à quoi vous accordez votre attention. Chaque titre, chaque conversation, chaque peur ou espoir murmuré, vous les laissez entrer. La plupart du temps, pas consciemment. Et avec le temps, ils façonnent l'architecture de votre monde intérieur. Ce que vous croyez, ce que vous craignez, ce que vous désirez, tout vient de ce que vous avez laissé passer les portes. Carl Jung a dit un jour, « Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. » La même chose s'applique à votre esprit. Vous êtes ce que vous laissez entrer de manière cohérente, pas ce que vous prétendez croire. Si vos pensées sont constamment anxieuses, si votre concentration est toujours fracturée, si votre voix intérieure est pleine de critiques, cela vaut la peine de demander qui a construit ces murs. Et vous servent-ils toujours? Parce que les murs ne sont pas toujours protecteurs. Parfois, ils sont construits à partir de la peur, façonnés par de vieilles blessures. Parfois, ils gardent non seulement le chaos, mais aussi la connexion. Donc construire une forteresse ne signifie pas devenir rigide ou fermé. Cela signifie devenir discernant, sage. Cela signifie choisir ce qui obtient votre énergie et ce qui ne l'obtient pas. Platon croyait que la première et la plus grande victoire est de se conquérir soi-même. Non pas de la manière agressive et forcée dont nous pensons souvent à la conquête, mais de la manière calme et durable qui nécessite patience et honnêteté envers soi-même. La capacité de faire une pause avant de réagir, de s'asseoir avec l'inconfort au lieu de fuir, de dire non à ce qui tente et oui à ce qui renforce même quand c'est le choix le plus difficile. Ce sont les briques mentales que nous construisons avec clarté, discipline, humilité. Et chaque fois que nous faisons un choix aligné avec elles, les murs deviennent plus forts, non pas plus hauts, non pas plus épais, mais plus intelligents, plus raffinés. Parce qu'il ne s'agit pas de fermer la vie, il s'agit de créer des limites qui vous permettent de rester ancrés dans la vie, de faire face aux tempêtes sans être emportés par elles. Mais la plupart d'entre nous n'apprenons jamais cela. On nous apprend à résoudre des problèmes, pas à filtrer les entrées. Nous sommes récompensés pour la vitesse, pas pour la réflexion. Et dans cette précipitation, l'esprit devient un marché, bruyant, bondé, désordonné, tout le monde criant pour votre attention. Et vous essayez de tous les écouter. Pas étonnant que vous vous sentiez dépassé. Socrate a dit un jour, « Méfiez-vous de la stérilité d'une vie occupée. » Il comprenait quelque chose avec lequel nous luttons encore. Le bruit n'est pas du progrès.
Le mouvement n'est pas de la croissance. Vous pouvez être occupé du matin au soir et être toujours perdu, surtout si votre esprit est ouvert à tout, mais ancré à rien. Ce n'est pas une forteresse, c'est une porte tournante. Alors comment commençons-nous à changer cela? Nous commençons par ce que nous consommons. Non seulement la nourriture ou les médias, mais les pensées, les croyances, les conversations. Parce que chaque mot que vous entendez, chaque image que vous faites défiler, chaque histoire que vous répétez, cela laisse une empreinte. Certains renforcent la peur, d'autres nourrissent l'insécurité. Quelques-uns peuvent vous renforcer, mais à moins que vous ne fassiez attention, ils se fondent tous ensemble en un flou anxieux. Et ce flou devient votre réalité. C'est là qu'intervient la pratique des limites mentales. Se demander, est-ce que cela mérite une place dans mon esprit? Non pas par jugement, mais par protection. Tout n'a pas besoin d'être traité. Toute opinion n'a pas d'importance. Toute crise n'a pas besoin de votre énergie émotionnelle. Ce n'est pas de l'apathie, c'est de la stratégie. C'est savoir que votre espace intérieur est limité, et vous voulez qu'il soit rempli de choses qui s'alignent avec la vérité, pas le bruit. Aristote a dit, « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. » L'excellence n'est donc pas un acte mais une habitude. Il en va de même pour votre paysage mental. Vous ne construisez pas une forteresse en un jour. Vous la construisez avec de petits actes répétés. Choisir une promenade au lieu d'un défilement morbide, respirer au lieu de réagir, réfléchir au lieu de juger. Ce ne sont pas seulement des habitudes saines, c'est de l'architecture. Elles construisent des murs qui ne ferment pas la vie, mais donnent une structure à vos pensées, donnent un contexte à vos émotions. Vous commencez à remarquer quelles pensées ne sont que du temps qui passe, et lesquelles contiennent de la vérité. Vous voyez la peur pour ce qu'elle est, bruyante, urgente, mais pas toujours exacte. Vous commencez à répondre au lieu de réagir, non pas parce que vous avez fermé vos émotions, mais parce que vous leur avez donné de l'espace, parce que votre forteresse ne panique pas au premier signe de problème. Elle évalue, elle décide, elle sait. Et se connaître, vraiment se connaître, est la pierre angulaire de tout cela. Jung croyait que jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Pensez à cela. Chaque croyance que vous n'avez pas remise en question, chaque réaction que vous n'avez jamais examinée, chaque histoire que vous vous êtes racontée depuis l'enfance, ce sont les architectes de votre monde intérieur. Et à moins que vous ne preniez le temps de les rencontrer, ils façonneront votre avenir sans votre conscience. Donc, il ne s'agit pas seulement de construire des murs. Il s'agit d'éclairer des pièces, d'explorer les parties de vous-même que vous avez ignorées. Celles qui se cachent derrière le sarcasme, la distraction ou le perfectionnisme. Parce qu'elles n'essaient pas de vous ruiner. Elles essaient de vous protéger à leur manière confuse. Mais quand vous les regardez enfin, vraiment les regarder, vous pouvez choisir de meilleurs gardiens pour vos portes. Non pas la peur, non pas l'ego, mais la sagesse, la vérité, la clarté. La clarté ne signifie pas la certitude. Cela signifie savoir ce qui compte même lorsque l'avenir est inconnu. Cela signifie filtrer l'inutile afin que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel. Cela signifie reconnaître que votre esprit n'est pas un dépotoir, c'est un terrain sacré. Et ce que vous laissez entrer façonne qui vous devenez. Ne prétendons pas que c'est facile, ce ne l'est pas. Certains jours, le chaos sera plus fort, les murs trembleront. Vous laisserez entrer des choses que vous regretterez plus tard. Cela en fait partie. Mais plus vous revenez à la conscience, plus vous reprenez le contrôle non pas sur tout, mais sur vous-même, sur la façon dont vous pensez, ce que vous croyez, où vous vous concentrez. Et avec le temps, cela devient votre pouvoir. Parce que les esprits les plus forts ne sont pas ceux qui savent tout, ce sont ceux qui savent quoi ignorer, quoi laisser partir, quoi protéger farouchement. C'est la force qui dure, c'est le genre de forteresse qui vous aide à grandir, pas seulement à survivre. Donc, quand le monde devient bruyant, quand le bruit intérieur monte, quand tout semble trop, faites une pause, respirez. Rappelez-vous que tout ne mérite pas l'entrée. Toute pensée n'appartient pas à votre sanctuaire. Vous avez le choix à chaque instant, chaque jour, brique par brique. Comment lâcher prise sans se déconnecter? Est-il possible de se soucier profondément sans être émotionnellement asservi? Ce ne sont pas seulement des pensées passagères. Ce sont les questions silencieuses qui résonnent dans les moments de chagrin, de déception ou de responsabilité écrasante. Quand vous donnez tout à quelque chose, une relation, une cause, un rêve, et que cela vous échappe, il est difficile de ne pas se demander:
Comment puis-je garder mon cœur ouvert sans le laisser me briser? Parce que quelque part en cours de route, on nous a appris que se soucier signifie porter. Que si vous aimez quelqu'un, vous devez absorber sa douleur. Si vous êtes engagé dans quelque chose, vous devez vous attacher au résultat. Mais ce genre de fusion émotionnelle devient un piège. Il brouille la ligne entre la compassion et le contrôle, entre l'empathie et l'autodestruction. Et ce qui commence comme une préoccupation sincère devient une prison faite de barreaux invisibles, de culpabilité, d'anxiété, d'obsession. Se soucier n'est pas le problème. Se soucier est beau. C'est humain. Le problème commence quand se soucier devient s'accrocher. Quand vous commencez à croire que votre valeur dépend de réparer, sauver, prouver, plaire, et que vous vous perdez en essayant de tout maintenir ensemble. Vous dites oui quand vous voulez dire non. Vous essayez de contrôler ce que les autres ressentent pour ne pas avoir à vous sentir mal à l'aise vous-même. Vous restez plus longtemps que vous ne devriez, donnez plus que vous n'avez, tout au nom de l'amour ou de la loyauté. Mais si lâcher prise n'était pas de l'abandon, et si c'était de la clarté? Platon a dit, la première et la meilleure victoire est de se conquérir soi-même. Et une partie de cette conquête est de comprendre où votre amour se termine et où commence la responsabilité de quelqu'un d'autre. Non pas pour devenir froid ou détaché, mais pour préserver votre santé mentale. Parce que la vérité est que vous ne pouvez pas porter la croissance de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à guérir, à changer, à vous rencontrer à mi-chemin. Vous pouvez seulement offrir et ensuite prendre du recul. Ce recul semble contre nature au début, surtout quand votre cœur est pleinement engagé. Mais il y a une différence entre se tenir à côté de quelqu'un et se perdre en essayant de se tenir pour lui. L'un est la connexion, l'autre est la fusion émotionnelle. Et la fusion, bien que souvent romantisée, efface tranquillement vos limites. Carl Jung croyait que l'individuation, le processus de devenir sa propre personne entière, était essentiel à la santé mentale. Cela signifie se tenir à part des autres, non pas au-dessus d'eux. Cela signifie posséder vos émotions, votre chemin, vos besoins, sans essayer de vivre à travers le voyage de quelqu'un d'autre, sans transformer sa douleur en votre identité. Mais ce genre de détachement est mal compris. Les gens pensent que lâcher prise signifie ne pas se soucier, que c'est froid ou distant. En réalité, c'est le contraire. Il faut une force énorme pour aimer sans contrôler, pour rester présent sans être consumé, pour être témoin de la lutte de quelqu'un sans se précipiter pour le sauver. Il faut de la maturité pour savoir que soutenir quelqu'un ne signifie pas se sacrifier. Il y a une sagesse tranquille dans la retenue, dans le fait de regarder quelqu'un tomber, même quand chaque cellule de votre corps veut le rattraper. Non pas parce que vous appréciez sa douleur, mais parce que vous respectez son chemin. Vous savez que certaines leçons ne peuvent être apprises que par l'expérience. Et essayer d'empêcher ce processus n'est pas de la gentillesse. C'est de l'interférence. C'est enlever la lutte même qui pourrait façonner leur force. Aristote a dit un jour, « Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. » Non pas votre version du bien, non pas ce qui semble le plus sûr ou le plus pratique pour vous, mais leur bien, même si cela signifie les laisser partir. Même si cela signifie relâcher votre emprise sur la version 2 à laquelle vous vous accrochiez autrefois. Lâcher prise ne signifie pas que vous arrêtez d'aimer. Cela signifie que vous commencez à aimer d'une manière plus saine, avec des mains ouvertes, au lieu de poings serrés, avec présence, au lieu de pression. Cela signifie reconnaître que vous pouvez vous soucier, sans contrôler, que vous pouvez rester connecté sans être emmêlé. Lâcher prise et connexion émotionnelle. Mais cela demande de la pratique, surtout si vous êtes habitué à surfonctionner. Si vous avez été conditionné à réparer, à apaiser, à prouver votre valeur par le travail émotionnel. Si vous avez grandi en croyant que l'amour se gagne par le sacrifice, alors les limites semblent égoïstes. Dire « ce n'est pas à moi de porter » semble mal. Vous pouvez même confondre la culpabilité avec l'amour. Mais l'amour n'exige pas votre épuisement. Et la culpabilité n'est pas une boussole, c'est une blessure. Socrate croyait qu'une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Et quand il s'agit d'enchevêtrement émotionnel, la réflexion est la clé. Demandez-vous, est-ce de la compassion ou du contrôle? Est-ce que j'aide ou est-ce que j'essaie de me protéger de l'inconfort? Est-ce que je fais vraiment confiance au voyage de cette personne ou ai-je juste peur de lâcher prise de la version d'elle dont j'ai besoin qu'elle soit? Ces questions ne sont pas faciles, mais elles révèlent où vous vous accrochez trop fort. Et derrière chaque emprise serrée, il y a généralement de la peur. Peur de l'abandon, de ne pas être nécessaire, de devenir sans importance.
Mais vous n'êtes pas votre rôle dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas seulement aussi précieux que le confort que vous fournissez. Quand vous commencez à démêler cela, vous commencez à voir la différence entre les soins sains et l'esclavage émotionnel. Vous arrêtez d'essayer de sauver les gens de leur processus. Vous réalisez que votre paix compte aussi, que vous ne pouvez pas vous présenter avec amour si vous vous présentez constamment sans limite. Et les limites, contrairement à la croyance populaire, ne sont pas des murs. Ce sont des portes avec des serrures. Elles disent « Je suis là, je me soucie, mais je ne m'abandonnerai pas pour le prouver ». Elles protègent votre énergie, votre clarté, votre identité. Et quand vos limites sont intactes, votre amour devient plus propre, plus calme. Il n'est plus emmêlé dans la peur, ou la culpabilité, ou l'attente. C'est juste de l'amour offert librement, libéré doucement. Carl Jung a écrit un jour « Rien n'a une influence psychologique plus forte sur leur environnement, et surtout sur leurs enfants que la vie non vécue du parent. » Et cela s'applique à toutes les relations. Quand vous abandonnez vos besoins, votre vérité, votre individualité pour le confort de quelqu'un d'autre, vous ne le servez pas. Vous le chargez de votre absence, avec le ressentiment silencieux qui se construit quand vous faites taire votre propre voix, trop longtemps. Lâcher prise sans se déconnecter, c'est se tenir dans votre pleine individualité tout en restant ouvert. C'est dire « je t'aime, mais je ne me perdrai pas ». C'est savoir que la connexion ne nécessite pas d'emmêlement. Que la vraie présence n'est pas une question de fusion. Il s'agit de témoigner pleinement, respectueusement, sans essayer de réécrire le récit de quelqu'un avec votre propre stylo. Cela demande de la force émotionnelle et de la patience et de la confiance, non seulement dans les autres, mais en vous-même. Confiance que vous pouvez survivre à la déception, que vous pouvez faire face à des sentiments inconfortables, sans essayer de les réparer, que votre estime de soi ne monte et ne descend pas selon le degré de besoin que vous avez. Quand vous commencez à faire confiance à cela, vous arrêtez d'essayer de micro-gérer chaque expérience émotionnelle. Et quand l'envie de réparer se présente, comme elle le fera, vous faites une pause. Vous respirez. Vous vous rappelez qu'aimer quelqu'un signifie aussi faire confiance à ses ressources intérieures, sa capacité à naviguer dans la douleur, à faire des erreurs, à grandir, même si c'est plus lent que vous ne le souhaiteriez, même si cela semble différent de ce que vous aviez imaginé. Lâcher prise devient un acte de foi, non d'abandon. Une déclaration que vous croyez en plus que votre propre peur, que vous croyez en l'intelligence naturelle de la vie, au timing, aux conséquences qui enseignent, à l'amour qui n'étouffe pas. Vous apprenez à tenir l'espace, pas à prendre le relais, à dire « je suis là », sans dire « laisse-moi réparer ça ». Vous apprenez à ressentir sans être dirigé par le sentiment, à pleurer sans s'effondrer, à partir sans fermer votre cœur. Et quand vous aimez comme ça, quelque chose de beau se produit. Vous commencez à recevoir de l'amour en retour, qui est basé sur le respect mutuel, non sur la dépendance mutuelle. Vous commencez à trouver des relations où vous ne jouez pas, ne prouvez pas ou ne prétendez pas. Juste être pleinement honnêtement. Ce genre d'amour ne vous enchaîne pas. Il vous libère. Il permet aux deux personnes de respirer, d'évoluer, de faire des erreurs sans la peur constante de l'effondrement émotionnel. Il crée de l'espace pour l'honnêteté, parce qu'aucune personne ne marche sur des œufs, craignant que l'autre ne se brise. Alors oui, il est possible de se soucier profondément sans être émotionnellement asservi, mais seulement quand vous aimez d'un endroit ancré, quand vous arrêtez d'utiliser les soins comme monnaie d'approbation, quand vous arrêtez de confondre proximité avec contrôle, et vous saurez que vous y arrivez. Non pas parce que vous ne ressentez rien, mais parce que vos sentiments ne vous possèdent pas, parce que vous pouvez regarder quelqu'un lutter sans spiraler, parce que vous pouvez offrir de l'amour sans demande, parce que vous pouvez enfin dire « je compte aussi » et le croire. L'objectif n'est pas le détachement, c'est le discernement, le genre qui vient de savoir qui vous êtes, ce que vous valorisez, et où vous vous terminez, et où quelqu'un d'autre commence. C'est comme ça que vous lâchez prise sans vous lâcher vous-même. C'est comme ça que vous aimez sans perdre votre paix. Et c'est comme ça que vous traversez la vie, ouvert, ancré et libre. Avant le jugement, il y a la perception, et avant la perception, la conscience. C'est le chemin que chaque pensée parcourt avant de se transformer en croyance. Mais la plupart du temps, nous sautons complètement la conscience. Nous sautons directement aux conclusions, supposant que nous avons vu clairement alors qu'en réalité nous n'avons fait que réagir. Ce n'est pas que nous avons tort exprès, c'est que nous sommes rarement assez immobiles pour voir clairement du tout. Le monde bouge vite.
l'esprit aussi. Et dans cette précipitation, nous formons des impressions, rapides, automatiques et souvent invisibles pour nous. Nous confondons ces impressions avec la vérité. Mais et si ce que nous voyons n'est pas le monde lui-même, mais une version filtrée de celui-ci, filtrée par la peur, le désir, la mémoire, l'attente. Platon l'a bien décrit dans son allégorie de la caverne. Nous sommes assis face aux ombres sur un mur, les prenant pour la réalité. Ce que nous appelons vérité n'est peut-être que la projection de nos propres habitudes internes. Donc nous jugeons non pas à partir de la clarté, mais du conditionnement. Nous jugeons les gens en fonction des rôles que nous leur assignons. Nous nous jugeons à travers le prisme des échecs passés ou des idéaux non atteints. Mais le jugement n'est pas l'ennemi. C'est ce qui se passe avant le jugement qui compte. Parce qu'une fois que vous avez vu quelque chose à travers une lentille déformée, chaque pensée qui suit se pliera avec elle. C'est pourquoi la conscience est si importante. C'est la seule façon d'interrompre la chaîne avant que la perception ne se durcisse en opinion. Carl Jung a dit un jour, « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Cela inclut la façon dont vous voyez le monde. Si on vous a dit pendant des années que vous n'êtes pas assez, votre perception tordra tout pour le confirmer. Si vous avez vécu dans la peur, vous lirez le danger dans chaque silence. Vous regarderez la vie à travers la vieille douleur et l'appellerez réalisme. Mais est-ce vraiment la vérité ou juste la familiarité? La conscience ne vient pas en forçant la clarté. Elle vient de la présence, de l'effort tranquille de remarquer sans réagir, de regarder une pensée monter et la laisser passer au lieu de s'y accrocher ou de la repousser. Cela semble simple, mais c'est difficile. L'esprit aime le mouvement. Il veut des réponses, pas des questions. Il veut la certitude, pas l'ambiguïté. Mais la vraie conscience vit dans cet espace avant que l'esprit ne se précipite pour expliquer. Socrate croyait que la seule vraie sagesse est de savoir que vous ne savez rien. Ce n'est pas du doute de soi, c'est de l'humilité, une sorte d'ouverture qui vous permet de remettre en question votre propre perspective. De voir que ce que vous vivez pourrait ne pas être l'image complète. Cela pourrait même ne pas en être la moitié. Et dans cette pause, vous faites de la place pour quelque chose de puissant. La curiosité. La curiosité est la conscience en mouvement. Elle ne suppose pas, elle explore. Elle demande « qu'est-ce que cela pourrait signifier d'autre ?» au lieu de déclarer « voici ce que cela signifie ». Et ce changement, bien que subtil, change tout. Au lieu de réagir par habitude, vous commencez à répondre à partir de la perspicacité. Vous commencez à remarquer l'écart entre ce qui se passe et ce que vous vous dites sur ce qui se passe. Et dans cet écart, la liberté commence. Parce que la perception est un miroir. Et les miroirs ne nous montrent pas toujours ce qui est là. Ils nous montrent ce que nous sommes prêts à voir. Si votre esprit est rempli de jugement, vous trouverez des défauts partout. Si votre cœur est lourd de comparaison, vous verrez le succès des autres comme votre échec. Si vous êtes coincé dans le ressentiment, même la gentillesse peut sembler suspecte. Mais changez votre monde intérieur, et le monde extérieur commence à changer. C'est pourquoi la conscience doit venir avant la perception. Parce que la perception est façonnée par l'état de votre être. Aristote a dit, c'est la marque d'un esprit éduqué de pouvoir considérer une pensée sans l'accepter. C'est l'essence de la conscience. Pouvoir tenir de l'espace pour différentes possibilités sans se précipiter pour s'identifier à l'une d'entre elles. Laissez la pensée exister et laissez-la passer si elle ne sert pas la vérité. Mais combien de fois faisons-nous une pause pour demander si notre perception est exacte? La plupart d'entre nous vivons en pilote automatique. Nous entendons un ton de voix et décidons que quelqu'un est en colère. Nous voyons un regard et supposons que nous sommes jugés. Nous nous souvenons d'une vieille blessure et interprétons le présent à travers elle. Le cerveau est efficace. Il aime les raccourcis. Mais la conscience ne concerne pas la vitesse. Il s'agit de profondeur. Il s'agit de remarquer le raccourci et la longue route à côté et de choisir celui qui nous sert le mieux. Parfois, la conscience révèle des choses que nous préférerions éviter, que nous projetons, que nous nous accrochons, que nous faisons des suppositions basées sur la peur plutôt que sur les faits. Mais faire face à ces vérités n'est pas un échec. C'est de la croissance. La conscience ne consiste pas à avoir raison tout le temps. Il s'agit d'être honnête avec ce qui est vraiment là, même quand c'est inconfortable. Cette honnêteté peut être douce. Elle n'a pas besoin d'être dure. Elle dit simplement « Voici ce que je ressens, voici l'histoire que je me raconte. » Mais est-ce la seule histoire? De là, vous pouvez questionner sans honte. Vous pouvez changer sans force.
Vous pouvez changer votre perspective non pas parce que vous aviez tort, mais parce que vous voyez maintenant plus clairement. Et cela ne s'applique pas seulement à la façon dont nous voyons les autres. Cela s'applique à la façon dont nous nous voyons nous-mêmes. Quelle part de votre auto-jugement vient de vieilles étiquettes, des histoires que les gens vous ont racontées sur votre valeur, vos capacités, vos limites? La plupart d'entre nous portent encore des définitions de l'enfance, d'un seul moment d'échec, de la projection de quelqu'un d'autre. Ces histoires deviennent la lentille à travers laquelle nous nous voyons et à travers cela le monde. Carl Jung a dit « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Mais cela ne peut pas arriver tant que vous ne vous voyez pas clairement. Et cette clarté nécessite autant de désapprentissage que d'apprentissage. Cela signifie prendre du recul par rapport au rôle que vous avez joué et demander « Est-ce moi ou est-ce qui je pensais devoir être ?» Plus vous devenez conscient, plus vous commencez à remarquer l'espace entre le stimulus et la réponse. Cette pause devient sacrée. C'est là que vous choisissez quel genre de personne vous voulez être, non pas par impulsion, mais par intention. C'est là que vous arrêtez de laisser la peur prendre vos décisions. Où vous commencez à agir à partir d'un lieu de sagesse au lieu de réaction. Vous arrêtez de juger si rapidement, non pas parce que vous arrêtez de voir les différences, mais parce que vous voyez plus que la surface. Vous reconnaissez que tout le monde a une histoire de fond, que la plupart des comportements sont le reflet de la bataille intérieure de quelqu'un. Cette colère cache souvent la douleur. Cette arrogance cache souvent la peur. Cette distance cache souvent le besoin de protéger quelque chose de doux et tendre. La conscience crée de la compassion. Non pas le genre qui fait des excuses, mais le genre qui cherche à comprendre. Elle n'excuse pas le mal, mais elle voit le contexte. Et de cette compréhension, vos jugements s'adoucissent. Non pas parce que vous abandonnez le discernement, mais parce que vous l'utilisez sagement. Vous arrêtez de lancer des étiquettes comme des armes. Vous commencez à écouter non seulement les autres, mais vous-même. L'écoute devient une forme de conscience. Écoutez sans préparer votre réfutation. Écoutez sans sauter pour réparer. Écoutez ce qui est sous les mots. La plupart des gens ne demandent pas de réponse. Ils demandent à être vus, mais vous ne pouvez pas les voir si votre esprit est plein de suppositions. Et vous ne pouvez pas vous entendre si vous essayez toujours de corriger ce que vous ressentez. La perception s'aiguise quand vous devenez immobile, non pas vide, mais alerte. Quand vous tombez dans le moment sans chercher quelque chose à contrôler, quand vous arrêtez de raconter votre expérience et commencez à en être témoin, même juste pour une respiration, même juste pour un battement. Et dans cette immobilité, vous commencez à expérimenter la réalité, non pas comme vous la craignez ou souhaitez qu'elle soit, mais comme elle est réellement. C'est là que la paix commence. Parce que la plupart des souffrances ne viennent pas de ce qui est, elles viennent de ce que nous nous disons sur ce qui est. L'anxiété qui se construit non pas à partir du moment lui-même, mais de notre futur imaginé. La honte qui s'accroche non pas à l'événement, mais à l'histoire que nous y avons attachée. Quand la conscience épluche les couches supplémentaires, ce qui reste est rarement aussi terrifiant que nous le craignons, même dans le chagrin, même dans l'échec, même dans la douleur. Quand vous rencontrez ces choses avec une pure conscience, vous trouvez quelque chose de stable, un sol sous la tempête, une clarté qui n'a pas besoin d'engourdir ou de s'échapper. Elle voit simplement. Et en voyant, elle permet à la guérison de commencer. Alors peut-être que la vraie question n'est pas pouvez-vous arrêter de juger, mais pouvez-vous voir clairement avant de juger? Pouvez-vous faire une pause avant de réagir? Pouvez-vous être conscient de la lentille à travers laquelle vous regardez? C'est la pratique, non pas la perfection, non pas l'illumination, juste remarquer. Et ce fait de remarquer fait quotidiennement, doucement, patiemment commence à tout changer. Vous arrêtez d'être prisonnier de vos premières impressions. Vous arrêtez de vivre dans les projections de votre passé. Vous commencez à vous déplacer dans le monde avec plus de compréhension, plus de choix, plus de paix. Parce que la perception n'est pas fixe. Elle est façonnée, elle est enseignée, elle est flexible. Et avec la conscience, vous pouvez la remodeler pour refléter non seulement ce que vous craignez ou souhaitez être vrai, mais ce qui est réellement vrai. Et de là, vous pouvez enfin répondre à la vie avec quelque chose de rare, la présence. Que se passe-t-il vraiment dans cette fraction de seconde entre le stimulus et la réponse? Et comment la maîtriser peut-elle changer toute votre vie? C'est à peine perceptible. Cette pause, ce scintillement d'espace entre quelque chose qui vous arrive et votre décision sur quoi en faire. Un regard, un message, un mot mal dit, une facture inattendue, un bruit soudain, une montée d'émotion. Votre cœur saute, votre esprit bondit,
le corps réagit, et avant même que vous y pensiez, quelque chose bouge en vous. Vous parlez ou vous vous fermez. Vous attaquez ou vous vous retirez. La plupart du temps, c'est si rapide que vous ne réalisez même pas que c'était un choix, mais c'en était un. Ce petit espace, cette respiration entre ce qui vous frappe et ce que vous faites ensuite, c'est là que vit votre pouvoir. Non pas le genre de pouvoir qui exige de l'attention, mais le genre qui change tout silencieusement. Viktor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste, l'a dit simplement. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. Il avait toutes les raisons de savoir de quoi il parlait. Pourtant, la plupart d'entre nous ne vivons pas dans cet espace. Nous vivons dans la réaction, et non pas parce que nous sommes faibles ou négligents, mais parce que nous avons été formés à bouger rapidement. La vie récompense la vitesse. Répondez rapidement. Répondez maintenant. Décidez vite. Continuez à bouger. Ne vous arrêtez pas. Et dans cette précipitation, nous oublions la valeur de la pause. Nous oublions que nous avons le choix. Mais et si cette pause, celle que nous ignorons si souvent, était l'endroit où toute la direction de votre vie peut changer? Et si ce ne sont pas les grandes décisions, mais ces minuscules micro-moments qui déterminent qui vous devenez? Vous êtes critiqué. Vous défendez-vous immédiatement ou respirez-vous, observez-vous et répondez-vous avec clarté. Quelqu'un qui vous tient à cœur vous déçoit. Réagissez-vous par la douleur ou faites-vous une pause et parlez-vous avec honnêteté, pas d'accusation? Vous avez peur. Fuyez-vous ou vous asseyez-vous avec et demandez-vous ce qu'elle essaie de vous enseigner? Platon a dit que la première et la meilleure victoire est de se conquérir soi-même. Cette victoire se produit non pas dans des gestes grandioses, mais dans ces moments invisibles. La fraction de seconde où votre monde intérieur rencontre le monde extérieur et vous décidez qui vous allez être. Cet espace est l'endroit où vos habitudes se forment. C'est là que vous rejouez, soit les mêmes vieux schémas, soit que vous commencez à en réécrire de nouveaux. Et plus souvent vous apportez de la conscience dans cet espace, plus vous avez de pouvoir, non pas sur les autres, mais sur vous-même. Non pas pour contrôler chaque résultat, mais pour guider votre réaction d'une manière qui s'aligne avec vos valeurs plus profondes. Mais voici le défi. L'espace entre le stimulus et la réponse est petit. Parfois, il semble inexistant. Surtout quand l'émotion est forte, quand la peur ou la colère surgit, quand quelque chose touche une vieille blessure. Dans ces moments, votre corps réagit avant que votre esprit ne rattrape. Le cœur bat plus vite, les mains tremblent, la mâchoire se serre, et soudain vous êtes en pilote automatique. C'est là que la pratique entre en jeu. Vous ne pouvez pas élargir cet espace en y pensant simplement. Vous devez le former. Vous devez ralentir vos réactions assez longtemps pour voir qu'il y a un choix. Et cela ne signifie pas supprimer les émotions. Cela signifie les ressentir sans être dirigé par elles. Cela signifie dire « je suis en colère » au lieu de devenir la colère elle-même. Il y a une différence. L'un est la conscience. L'autre est l'identification. Carl Jung a dit « tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes ». C'est vrai, mais seulement si vous faites une pause assez longtemps pour demander pourquoi. Pourquoi ce commentaire vous a-t-il piqué? Pourquoi ce comportement vous déclenche-t-il? Qu'est-ce qui en vous réagit à ce qui est en eux? Ce n'est pas de l'auto-blâme, c'est de la conscience de soi. C'est utiliser vos réactions comme des indices pour votre monde intérieur. Aristote croyait que l'excellence est une habitude, pas un acte unique, pas un moment de grandeur, mais la pratique répétée de choisir qui vous voulez être dans ces petits espaces invisibles. Chaque fois que vous faites une pause avant de parler, chaque fois que vous respirez avant de réagir, chaque fois que vous questionnez votre première impulsion, vous renforcez un nouveau schéma. Vous enseignez à votre système nerveux qu'il y a un autre chemin. Et avec le temps, cet espace s'élargit. Ce qui était autrefois une réaction immédiate devient un choix. Ce qui était autrefois automatique devient intentionnel. Vous commencez à vous faire confiance, non pas parce que vous ne faites jamais d'erreurs, mais parce que vous savez que vous pouvez choisir comment répondre aux erreurs. Vous arrêtez de craindre le conflit, parce que vous savez que vous pouvez le naviguer sans exploser ou disparaître. Vous arrêtez d'éviter les conversations difficiles, parce que vous avez pratiqué comment les tenir avec grâce. Mais élargir cet espace ne signifie pas devenir passif. Cela ne signifie pas laisser la vie vous arriver sans réagir. Cela signifie répondre d'un lieu de choix plutôt que de compulsion. Cela signifie agir à partir d'un centre calme plutôt que du chaos. Socrate a appelé cela la tempérance.
la capacité de se gouverner soi-même. Non pas avec rigidité, mais avec sagesse. L'esprit aime les schémas. Il aime la familiarité. Il répétera les mêmes pensées, les mêmes réactions, les mêmes peurs. Non pas parce qu'elles sont vraies, mais parce qu'elles sont connues. C'est pourquoi vous pouvez vous retrouver coincé dans les mêmes boucles émotionnelles, rejouant les mêmes arguments dans votre tête, ressentant les mêmes anxiétés, revivant les mêmes regrets. L'esprit est pris dans une boucle de rétroaction. Il réagit à ses propres réactions. Il pense à ses propres pensées. Il crée du drame à partir de rien d'autre que sa propre activité. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Vous n'êtes pas obligé de participer. Vous pouvez regarder l'esprit faire son travail sans être emporté par lui. Vous pouvez remarquer la boucle sans la nourrir. C'est ce que les stoïciens appelaient l'apatheia. Non pas l'apathie au sens moderne, mais la liberté d'être non perturbé par les passions destructrices. Marc Aurèle a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Mais comment exercez-vous ce pouvoir quand l'esprit semble si bruyant, si insistant, si convaincant dans ses histoires? La première étape est de reconnaître que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui qui observe les pensées. Vous êtes la conscience derrière l'activité mentale. Cette distinction peut sembler subtile, mais elle change tout. Parce qu'une fois que vous réalisez que vous êtes l'observateur, vous arrêtez d'être l'esclave. Vous pouvez regarder une pensée anxieuse se lever et dire « Intéressant, mon esprit fait à nouveau cette chose ». Vous pouvez la remarquer sans croire chaque mot qu'elle dit. Plus vous essayez de contrôler, moins vous avez de contrôle. C'est l'un des paradoxes les plus frustrants de la vie. Serrez votre poing autour de quelque chose et il glisse entre vos doigts. Poursuivez désespérément le bonheur et il vous échappe. Exigez la certitude et l'anxiété grandit. Le contrôle, semble-t-il, est une illusion. Mais abandonner le contrôle ne signifie pas abandonner l'influence. Les stoïciens avaient un concept appelé la dichotomie du contrôle. Il y a des choses que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos actions, vos choix. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, tout le reste. Les actions des autres, le temps, l'économie, le passé, le futur, même votre propre corps dans une certaine mesure. La sagesse vient de savoir la différence et de concentrer votre énergie uniquement sur ce qui est dans votre sphère d'influence. Épictète, qui était né esclave, comprenait cela mieux que quiconque. Il a enseigné que la liberté ne vient pas de contrôler les circonstances extérieures, mais de maîtriser vos réponses internes. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même, a-t-il dit. Et cette maîtrise ne signifie pas la suppression. Cela signifie la compréhension. Cela signifie travailler avec votre nature, pas contre elle. La résistance crée de la souffrance. C'est une vérité simple mais profonde. Quand vous résistez à ce qui est, quand vous combattez la réalité, quand vous souhaitez que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, vous créez une friction interne. Cette friction devient stress, anxiété, frustration, ressentiment. Ce n'est pas la situation elle-même qui cause la douleur, c'est votre résistance à celle-ci. Mais la non-résistance ne signifie pas la passivité. Cela ne signifie pas que vous acceptez l'inacceptable ou que vous ne travaillez pas pour le changement. Cela signifie que vous acceptez d'abord ce qui est avant de décider quoi en faire. Vous arrêtez de gaspiller de l'énergie sur le déni ou le vœu pieux. Vous commencez par la réalité, pas par la fantaisie. Lao Tzu a écrit « L'eau est fluide, douce et sédante, mais l'eau usera la roche, qui est rigide et ne peut pas céder. C'est un autre paradoxe. Ce qui est doux est fort. » Cette force douce est ce dont nous parlons, la capacité de s'écouler autour des obstacles plutôt que de s'écraser contre eux, la sagesse de savoir quand pousser et quand céder. Comment voyez-vous détermine comment vous réagissez. Si vous voyez tout comme une menace, vous vivrez dans la peur. Si vous voyez tout comme une opportunité, vous vivrez dans la croissance. La perception n'est pas passive, c'est un choix actif. Vous décidez où concentrer votre attention, comment interpréter les événements, quelle histoire raconter sur ce qui vous arrive. Marc Aurèle a appelé cela la discipline de la perception. La pratique de voir clairement, sans le filtre de l'émotion ou du jugement, de regarder ce qui est réellement là, pas ce que vous craignez ou espérez pourrait être là. Cette clarté ne vient pas naturellement, elle doit être cultivée. Elle demande que vous remettiez en question vos premières impressions, que vous examiniez vos hypothèses, que vous cherchiez des perspectives différentes. La force n'est pas l'absence de vulnérabilité, c'est le courage d'être vulnérable.
d'admettre quand vous avez tort, de demander de l'aide quand vous en avez besoin, de montrer vos vraies émotions, même quand elles ne sont pas polies ou pratiques. Cette sorte de courage est plus difficile que l'endurance physique. Elle demande que vous abandonniez l'armure, que vous arrêtiez de prétendre, que vous soyez vu tel que vous êtes réellement. Brené Brown dit « La vulnérabilité n'est pas gagner ou perdre. C'est avoir le courage de se montrer et d'être vu quand nous n'avons aucun contrôle sur le résultat. C'est l'essence du courage stoïque. Non pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Non pas l'invulnérabilité, mais l'honnêteté sur votre humanité. » Le passé est parti. Le futur n'est pas encore arrivé. Tout ce que vous avez, c'est ce moment. Pourtant, combien de temps passons-nous ailleurs, rejouant de vieilles blessures, répétant des conversations futures, vivant n'importe où sauf là où nous sommes réellement. Cette absence a un coût. Elle vole la richesse du présent. Elle crée de l'anxiété sur ce qui pourrait arriver et du regret sur ce qui s'est déjà passé. La présence n'est pas seulement une pratique spirituelle, c'est une pratique pratique. Quand vous êtes présent, vous prenez de meilleures décisions. Vous remarquez plus. Vous réagissez moins. Vous voyez les opportunités que l'anxiété cache. Vous entendez ce que les gens disent réellement, pas ce que vous craignez qu'ils pourraient dire. Vous vivez votre vie réelle, pas celle imaginée dans votre tête. Sénèque a écrit « Chaque nouveau commencement vient de la fin d'un autre commencement. C'est la nature du temps. Il coule, il change, il ne s'arrête pas. Et vous pouvez soit couler avec lui, soit vous épuiser en essayant de le retenir. La présence est l'art de couler, de laisser chaque moment être ce qu'il est sans essayer de le prolonger ou de l'éviter. Mais la présence n'est pas passive, elle est active. Elle demande que vous choisissiez, encore et encore, de revenir au maintenant. Chaque fois que votre esprit s'éloigne vers le passé ou le futur, vous le ramenez doucement. Non pas avec force, mais avec patience. Comme entraîner un chiot. Il va s'éloigner, c'est sa nature. Mais vous continuez à le rappeler, doucement, fermement, avec gentillesse. Et dans cette pratique, quelque chose change. Le bruit commence à s'estomper, l'urgence constante se calme. Vous commencez à voir que la plupart de ce qui vous inquiète n'arrive jamais, et la plupart de ce qui vous blesse est déjà parti. Tout ce qui reste, c'est ce moment. Et dans ce moment, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Pas pour toujours, mais pour maintenant. Et maintenant est tout ce que vous avez vraiment. Qui êtes-vous quand il n'y a personne à impressionner? Rien à prouver et seulement vos actions pour vous définir. C'est une question confrontante. La plupart des gens passent toute leur vie sans jamais vraiment s'arrêter pour la poser. Et même quand ils le font, ils glissent rapidement vers quelque chose de plus confortable. Parce que l'honnêteté de cette question révèle à quel point nous jouons, combien nous portons de masques, combien d'énergie nous dépensons à maintenir une image. Mais qui êtes-vous vraiment en dessous? Quand les lumières s'éteignent, quand le public part, quand vous êtes seul avec vos pensées, c'est là que vit le vrai soi. Non pas dans la performance, mais dans le silence. Non pas dans l'approbation, mais dans l'authenticité. Et rencontrer ce soi demande du courage. Parce qu'il pourrait ne pas être qui vous prétendez être. Il pourrait être plus blessé, plus effrayé, plus en colère que vous ne voulez l'admettre. Mais il pourrait aussi être plus sage, plus fort, plus aimant que vous ne vous le permettez de croire. Socrate a dit « Connais-toi toi-même », pas « impressionne les autres », pas « prouve ta valeur », juste connais-toi. Parce que sans cette connaissance, vous vivez la vie de quelqu'un d'autre. Vous poursuivez des objectifs qui ne sont pas les vôtres. Vous portez des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Vous mesurez le succès par des normes que vous n'avez jamais choisies. Carl Jung croyait que nous portons tous une persona, un masque que nous montrons au monde. Ce n'est pas nécessairement malhonnête, c'est adaptatif. Cela nous aide à naviguer dans les situations sociales, à nous intégrer, à fonctionner. Mais quand la persona devient tout ce que vous êtes, quand vous oubliez qu'il y a un visage en dessous, vous vous perdez. Vous devenez l'acteur qui ne peut jamais quitter la scène. Et l'épuisement qui vient de cette performance constante est réel. C'est pourquoi tant de gens se sentent vides, même quand leur vie semble pleine. Ils ont tout sauf eux-mêmes. Aristote a dit « Connaître vous-même est le début de toute sagesse ». Mais se connaître signifie être prêt à voir les parties que vous préféreriez cacher, l'envie que vous niez, la colère que vous supprimez, la tristesse que vous engourdissez. Ce ne sont pas des défauts de caractère, ce sont des signaux. Ils vous disent où vous avez été blessé,
ce dont vous avez besoin, ce qui compte pour vous. Et jusqu'à ce que vous les écoutiez, ils continueront à frapper à la porte, de plus en plus fort, déguisés en anxiété, en irritation, en vide. Pourquoi vouloir plus nous laisse-t-il souvent avec moins? La liberté pourrait-elle venir de la soustraction, pas de l'addition? C'est étrange comment la poursuite du plus peut tranquillement rétrécir nos vies. Plus de succès, plus de choses, plus d'approbation, plus de stimulation. Nous empilons couche après couche, espérant qu'éventuellement nous nous sentirons complets. Mais, et si le problème n'était pas que nous n'avons pas assez? Et si c'était que nous portons trop? Épictète, le philosophe stoïcien, a enseigné que la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. Ce n'est pas la pauvreté, c'est la clarté. Savoir ce qui nourrit vraiment votre vie et ce qui la distrait simplement. Parce que chaque chose que vous poursuivez a un coût, pas seulement en argent ou en temps, mais en attention, en énergie, en espace mental. Et quand vous poursuivez tout, vous n'approfondissez rien. Pensez à combien de vos désirs ne sont même pas les vôtres. Ils sont hérités, annoncés, socialement conditionnés. On vous dit ce qui devrait vous rendre heureux avant même que vous ayez la chance de découvrir ce qui le fait réellement. Alors vous poursuivez la version de succès de quelqu'un d'autre et vous vous demandez pourquoi elle se sent vide quand vous l'atteignez. Platon a comparé l'âme humaine à un char tiré par 2 chevaux. L'un représente nos désirs nobles, l'autre nos appétits de base. Et le conducteur du char, c'est la raison, essayant de les diriger tous les deux. Mais que se passe-t-il quand les chevaux deviennent sauvages? Quand le désir prend les rênes, vous êtes tiré dans toutes les directions, épuisé par le mouvement constant, mais n'allant nulle part de significatif. C'est là que la soustraction devient puissante, non pas la privation, mais le discernement. Demandez, est-ce que cela ajoute à ma vie ou est-ce que cela en distrait? Pas seulement avec les possessions, mais avec les engagements, les relations, les habitudes, même les pensées. Parce que certaines choses qui semblent productives sont en réalité des distractions déguisées. Et certaines choses qui semblent simples détiennent la clé de tout. Marcus Aurelius a écrit « Très peu est nécessaire pour faire une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre façon de penser. » Il ne disait pas que les circonstances extérieures ne comptent pas. Il disait qu'elles ne sont pas le fondement. Le fondement est interne. C'est votre capacité à trouver du sens, à créer de la paix, à choisir votre perspective indépendamment de ce qui vous entoure. Mais nous l'avons inversé. Nous pensons que nous serons heureux quand nous aurons plus. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de sécurité. Et donc, nous accumulons. Non seulement des choses, mais des identités, des réalisations, des options. Nous gardons toutes les portes ouvertes, craignant que s'engager dans une signifie manquer les autres. Mais vivre avec chaque porte ouverte, c'est ne jamais vraiment entrer dans aucune pièce. C'est vivre dans le couloir, toujours entre les choses, jamais pleinement nulle part. Carl Jung a dit, « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement, parce que l'acceptation signifie reconnaître vos limites. Cela signifie dire, c'est qui je suis, c'est ce que je peux porter, c'est ce qui compte pour moi, et tout le reste, vous le laissez partir. Non pas dans la défaite, mais dans la concentration. Non pas dans la résignation, mais dans la résolution. La liberté par la soustraction signifie que vous arrêtez d'essayer d'être tout. Vous arrêtez de dire oui par obligation ou par peur. Vous commencez à protéger votre temps comme la ressource limitée qu'il est. Vous traitez votre attention comme sacrée. Vous reconnaissez que chaque oui à une chose est un non à autre chose. Et vous choisissez en conséquence. Mais cela demande du courage, parce que dire non signifie décevoir les gens. Cela signifie risquer leur désapprobation. Cela signifie admettre que vous ne pouvez pas tout faire, être partout, plaire à tout le monde. Et dans une culture qui glorifie l'activité, choisir la simplicité peut sembler être un échec. Mais ce n'est pas le cas. C'est de la sagesse. Socrate croyait que la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais l'examen ne consiste pas seulement à ajouter la conscience de soi. Il s'agit aussi de soustraire l'inutile. De désencombrer non seulement votre espace mais votre esprit. De libérer les vieilles histoires, les relations épuisées, les habitudes qui vous maintiennent petits. C'est un processus d'élagage. Et comme tout jardinier le sait, l'élagage n'est pas une punition. C'est ce qui permet la croissance. Aristote a enseigné que la vertu se trouve dans le juste milieu, l'équilibre entre les extrêmes. Ni trop ni trop peu. Mais trouver ce milieu nécessite une expérimentation. Cela signifie remarquer quand vous êtes surchargé et faire marche arrière.
Remarquez quand vous êtes sous-stimulé et vous penchez en avant. C'est un calibrage constant, pas une position fixe. Et c'est personnalisé. Ce qui est essentiel pour une personne est excessif pour une autre. Ce qui est simple pour vous pourrait être une privation pour quelqu'un d'autre. Le point n'est pas de suivre la formule de quelqu'un d'autre, c'est de trouver la vôtre. De demander honnêtement, de quoi ai-je réellement besoin pour prospérer? Et puis de construire votre vie autour de cela, pas autour de ce qui impressionne les autres, ou de ce qui semble sûr, ou de ce que vous pensiez vouloir il y a 10 ans. La liberté par la soustraction n'est pas de vivre avec moins pour le plaisir de moins. C'est vivre avec moins de ce qui n'a pas d'importance, pour que vous puissiez vivre avec plus de ce qui en a. Plus de présence, plus de profondeur, plus de connexion, plus de but. C'est échanger la largeur contre la profondeur, la quantité contre la qualité, le bruit contre le signal. Et voici ce qui se passe quand vous commencez à soustraire. L'espace s'ouvre. Pas seulement l'espace physique, mais l'espace mental, émotionnel, spirituel. Vous arrêtez de vous sentir si pressé. Vous arrêtez de vivre dans un état constant de rattrapage. Vous commencez à remarquer des choses que vous manquiez avant. La façon dont la lumière change tout au long de la journée. Le son de votre propre respiration. La différence entre avoir faim et être ennuyé. Vous commencez à vous faire confiance davantage. Parce que quand vous n'êtes pas distrait par 1000 options, vous pouvez réellement entendre votre propre voix. Vous pouvez sentir ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas. Vous pouvez prendre des décisions à partir de la clarté plutôt que du chaos. Lao Tzu a écrit « Soyez content de ce que vous avez. Réjouissez-vous de la façon dont les choses sont. Quand vous réalisez qu'il ne manque rien, le monde entier vous appartient. Ce n'est pas de la complaisance. C'est de la suffisance. Reconnaître que vous avez assez, que vous êtes assez maintenant, tel que vous êtes. Et de cet endroit de suffisance, vous pouvez choisir quoi ajouter, non par manque, mais par intention. Donc, peut-être que la vraie question n'est pas « Comment puis-je obtenir plus ?» mais « De quoi puis-je me passer? Qu'est-ce qui encombre ma vie? Qu'est-ce qui draine mon énergie sans la reconstituer? Qu'est-ce que je porte qui n'a jamais été à moi de porter? » Les réponses pourraient vous surprendre. Ce pourrait être une relation que vous avez dépassée. Une croyance qui vous a gardé en sécurité, mais vous garde maintenant coincé. Une habitude qui était autrefois un mécanisme d'adaptation, mais qui est maintenant une cage. Un rêve qui appartenait à une version antérieure de vous. Ou peut-être juste le besoin constant d'en faire plus, d'être plus, de prouver plus. Libérer ces choses n'est pas une perte, c'est une libération. C'est faire de la place pour ce qui veut émerger. Pour la personne que vous devenez quand vous arrêtez d'essayer d'être tout le monde. Pour la vie que vous créez quand vous arrêtez de vivre selon le scénario de quelqu'un d'autre. Et voici le paradoxe final. Quand vous voulez moins, vous recevez plus. Plus de paix, plus de clarté, plus de joie. Non pas parce que l'univers vous récompense pour votre retenue, mais parce que vous n'êtes plus divisé. Vous n'êtes plus dispersé dans 100 directions. Vous êtes entier, concentré, présent. Et de cet endroit, même les choses simples deviennent riches. Un repas devient une méditation. Une conversation devient une connexion. Un moment devient suffisant. C'est la liberté qui vient de la soustraction. Non pas vide, mais spacieuse. Non pas privée, mais distillée. Non pas moins que, mais essentielle. Et une fois que vous la goûtez, vous réalisez que c'est ce que vous cherchiez tout le temps. Non pas plus de choses pour remplir le vide, mais moins de choses pour révéler la plénitude qui était déjà là. La sagesse finale. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de suppression ou de détachement froid. C'est une philosophie de clarté, de force et de liberté intérieure. Il nous enseigne que bien que nous ne puissions pas contrôler le monde extérieur, nous avons un pouvoir immense sur notre monde intérieur. Et c'est là, dans cet espace intérieur, que nous trouvons notre vraie souveraineté. Les anciens stoïciens, Marcus Aurelius, Épictète, Sénèque, n'étaient pas des hommes qui vivaient à l'écart du monde. C'étaient des empereurs, des esclaves, des conseillers. Ils ont fait face à la guerre, à la perte, à la trahison, à la maladie. Mais ils ont trouvé, au milieu du chaos, un moyen de rester ancrés, non pas en niant la difficulté, mais en choisissant leur réponse à celle-ci. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs, a écrit Marcus Aurelius. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Cette force n'est pas de l'invincibilité, c'est de la résilience. C'est la capacité de se plier sans se briser, de s'adapter sans perdre votre essence, de faire face à l'adversité sans devenir amer.
Le chemin stoïque n'est pas facile. Il demande une honnêteté constante avec soi-même. Il demande que vous examiniez vos réactions, que vous remettiez en question vos hypothèses, que vous preniez la responsabilité de votre propre esprit. Mais en retour, il offre quelque chose de rare, la paix qui ne dépend pas des circonstances. Cette paix ne signifie pas que vous ne ressentez rien. Les stoïciens ressentaient profondément. Ils aimaient, ils pleuraient, ils espéraient, mais ils ne laissaient pas leurs émotions les tyranniser. Ils ont appris à tenir l'espace pour les sentiments sans être gouvernés par eux, à ressentir la peur sans devenir lâche, à ressentir la colère sans devenir cruel, à ressentir la tristesse sans devenir désespéré. C'est la maîtrise que le stoïcisme offre, non pas la maîtrise sur les autres ou sur les événements, mais la maîtrise de soi. Et dans cette maîtrise se trouve la liberté d'agir selon vos valeurs, même sous pression, la liberté de rester calme dans le chaos, la liberté d'aimer sans attachement, de travailler sans anxiété, de vivre sans peur constante. Épictète a dit « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Cette maîtrise n'est pas construite en un jour. Elle est construite en moments, en choix, en petites victoires sur vos propres impulsions. Chaque fois que vous faites une pause avant de réagir, chaque fois que vous choisissez la vertu plutôt que la facilité, chaque fois que vous acceptez ce que vous ne pouvez pas changer et changez ce que vous pouvez. Le stoïcisme nous rappelle que la vie est courte, imprévisible et précieuse, que nous n'avons aucune garantie sauf ce moment, et que la façon dont nous choisissons de vivre ce moment détermine qui nous sommes. Non pas nos circonstances, non pas notre passé, non pas nos peurs, nos choix. Chaque nouveau commencement vient de la fin d'un autre commencement, a écrit Sénèque. Cette vidéo touche à sa fin, mais votre voyage ne fait que commencer. Le chemin du stoïcisme n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne de conscience, de courage et de sagesse. Les outils sont simples. Faites la distinction entre ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Concentrez-vous sur votre caractère plutôt que sur votre réputation. Acceptez ce qui est tout en travaillant pour ce qui pourrait être. Trouvez la liberté dans la discipline. Cherchez la sagesse dans l'adversité. Vivez comme si chaque jour était à la fois votre premier et votre dernier. Mais simple ne signifie pas facile. Il faut du courage pour vivre de cette façon, pour faire face à vos propres pensées, pour prendre la responsabilité de votre vie, pour arrêter de blâmer et commencer à construire, pour lâcher ce que vous ne pouvez pas contrôler et embrasser pleinement ce que vous pouvez. Pourtant, c'est un courage qui en vaut la peine, parce qu'à l'autre bout se trouve quelque chose de précieux, une vie vécue en alignement, une vie où vos actions correspondent à vos valeurs, où votre paix intérieure ne dépend pas de l'approbation extérieure, où vous pouvez faire face à tout ce qui vient avec grâce, force et sagesse. C'est la promesse du stoïcisme. Non pas une vie sans défis, mais une vie sans être vaincu par eux. Non pas une vie sans émotion, mais une vie où l'émotion vous informe plutôt que de vous contrôler. Non pas une vie parfaite, mais une vie pleinement vécue. Alors que vous avancez à partir d'ici, souvenez-vous, le stoïcisme n'est pas quelque chose que vous apprenez une fois. C'est quelque chose que vous pratiquez quotidiennement, dans vos réactions, dans vos choix, dans les moments tranquilles où personne ne regarde. C'est là que le vrai travail se fait. C'est là que vous construisez la forteresse de votre esprit. Le monde continuera d'être chaotique. Les gens continueront d'être imprévisibles. La vie continuera d'être incertaine. Mais vous pouvez être stable. Non pas rigide, mais enraciné. Non pas sans émotion, mais non gouverné par elle. Non pas parfait, mais présent. C'est le cadeau que les stoïciens nous ont laissé. Un chemin à travers le chaos. Une façon de vivre avec force et grâce. Une philosophie non pas d'évasion, mais d'engagement. D'affronter la vie pleinement, honnêtement, courageusement. Alors allez-y, vivez, faites des erreurs, apprenez, grandissez, tombez et relevez-vous. Mais à travers tout cela, souvenez-vous, vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin. La sagesse pour voir clairement, le courage d'agir avec vertu, la force d'endurer ce qui vient, la paix qui vient de l'acceptation. C'est le stoïcisme, c'est votre pouvoir, c'est votre chemin. Utilisez-le bien.